Mohamed Ben Salman, c'était un espoir, mais rappelons quand même qui est Mohamed Ben Salman, des enfants du roi Salman d'Arabie Saoudite, de la branche Soudaïri. C'était quand même celui sur lequel on n'aurait pas forcément parié jeune. C'est celui qui était le moins préparé au niveau des études. C'est celui qui n'est pas allé étudier à l'étranger. C'était le plus. Mais c'est peut-être pour ça que son père le préfère. C'est peut-être le plus fiable. C'est le plus bédouin finalement. C'est le plus clanique. C'est celui qui est le plus enraciné, le plus proche du père, qui est fasciné par son père et vice-versa. Il n'a pas fait de grandes études, il a fait des études modestes de droit, il est resté en Arabie Saoudite et il a bien étudié aussi la religion. Et finalement, il est peut-être le plus fiable parce qu'il est le moins, il est le moins allogène, le moins mondialisé, il est le plus saoudien de tous les enfants. En tout cas, on l'a mis en orbite, il est allé un peu vite. La guerre au Yémen, c'est une véritable catastrophe. L'affaire de Jamal Khashoggi qui a été massacré dans l'ambassade saoudienne d'Istanbul, de l'ambassade saoudienne, oui, le consulat saoudien d'Istanbul, c'est quelque chose d'assez glauque qui a fait le tour du monde et qui va lui vraiment lui coller à la peau pendant très très longtemps. Ça va être une casserole toute sa vie. Mais en est-il forcément détrôné pour cela? Et je ne suis pas sûr, parce que Mohamed Ben Salman a un atout que lui-même d'ailleurs a rappelé pendant le G20 en Argentine durant le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il a dit quand Macron le critiquait un petit peu ou d'autres hommes d'État lui ont fait des observations? Il a ricané de manière très sûre de lui et en off, il a quand même rappelé, moi, je tiens un certain nombre de pays occidentaux dans mes mains par les investissements, par le pétrole et par la possibilité, en Amérique ou ailleurs, de retirer de l'argent, des bons du Trésor ou en ne prêtant plus à tel ou tel pays. Il sait qu'il tient un certain nombre d'États occidentaux dans ses mains parce que l'argent achète tout. Quand vous êtes MBS et que vous pouvez arroser n'importe qui et que de nombreux hommes politiques ont été arrosés par vous, vos parents, votre pays pendant des décennies, vous avez quand même un atout. Et là, c'est autrement plus grave que l'affaire du Russiagate. Si un jour Mohamed Ben Salman pétait les plombs, était arrêté par un tribunal pénal international, imaginez tout ce qu'il pourrait sortir, tout ce qu'il pourrait donner, un peu comme les fils Kadhafi ou Gbagbo, sur l'Occident. Tout ce qu'il pourrait reconnaître. Carlyle, Citibank, Citigroup, United Press International, de nombreux organismes financiers ou médiatiques, entrepreneuriaux américains sont imbibés d'argent saoudien depuis des décennies. Il y a une imbrication des économies saoudiennes et américaines, mais aussi la dette française. Vous savez que la dette française, il y a un tabou. On n'a pas le droit de savoir qui détient 60% de la dette française. Vous êtes-vous posé la question pourquoi? On pense que la dette française, en grande partie, elle est détenue par des capitaux des pays du Golfe. Donc ces pays nous tiennent tellement que même si MBS a fait découper quelqu'un en morceaux, puis l'a liquidé dans l'acide, au sens propre du terme, eh bien, ça n'empêche pas que cet homme a pu être invité au G20 et la plupart des chefs d'État l'ont quand même côtoyé et lui ont même serré la main. Poutine, pour avoir fait moins finalement, parce que l'affaire Skripal, c'est un espion traître russe passé du côté anglais qui finalement n'a même pas été tué. Il a réussi à trouver l'antidote, etc. Eh bien, MBS, on lui pardonnera tout parce qu'il est saoudien, parce que c'était lui. Donc voilà, parmi les hommes de l'année 2018, MBS va rester quelqu'un d'important, il n'est pas détrôné. Et de toute façon, la loi des médias aujourd'hui, elle fonctionne sur l'obsession. Plus on parle d'un sujet, plus on en parle, plus c'est grave, plus on en parle, plus c'est glauque, plus on en reparle encore. Et le fait de ne pouvoir que en parler fait qu'on ne fait que parler de cela toute la journée et pendant un mois. Mais à un moment, il y a un effet de saturation qui est couplé avec un autre événement sensationnel qui vient éclipser l'autre. Et on passe un peu comme quelqu'un qui a une pathologie obsessionnelle. Vous savez que quelqu'un qui a une obsession, on peut lui faire lâcher son obsession en faisant bifurquer l'attention de son cerveau sur une nouvelle obsession. Et étonnamment, les gens qui sont obsédés par quelque chose, tout à coup, ils se disent « Maintenant que j'ai une nouvelle phobie, c'est bizarre, celle que j'avais avant-hier ne me fait plus aucune angoisse, plus aucun effet. » Les médias fonctionnent exactement pareil. Donc, quand on aura d'autres cobayes sous la dent, d'autres sujets d'études choquants, glauques, eh bien tout simplement, on n'oubliera pas vraiment, mais les projecteurs ne seront plus braqués sur MBS, et donc, avec le temps, tout s'oublie. Je conclurai sur Mitterrand. Qui se rappelle
que Mitterrand, tonton, les Français l'appelaient tonton, les médias l'appelaient tonton. Quand il paraissait, moi je me rappelle, il était absolument nul en communication sous De Gaulle. Mais à mon époque, dans les années 80, c'était un véritable dieu. Il passait dans une émission de télévision avec son côté paternel, très distant, cultivé, avec une sorte à la fois une proximité, une distance. Tonton, c'était quelque chose. Les gens étaient impressionnés par lui. Tout le monde l'aimait. Et pourtant, quelques années plus tôt, eh bien, tonton, il avait organisé un attentat contre lui-même, le fameux attentat de l'Observatoire. Ça avait été prouvé. Il était parti en courant par la porte de derrière et on avait su qu'il avait fait organiser un attentat à la bombe juste pour se faire mousser et pour monter dans les sondages. Et malgré cela, et on l'a dit cramé à l'époque, un type qui a fait un attentat contre lui-même pour en accuser ses ennemis, qui avait écrit le coup d'État permanent contre De Gaulle, un type comme ça, normalement, il est cuit. Eh bien non, même à l'époque, même avant les réseaux sociaux, quand on était obsédé par un sujet, on en parlait. Eh bien, 15 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, tonton était un homme extrêmement populaire et il a été élu 2 fois président de la République. On a connu aussi son fameux mensonge avec Chirac. Donc en fait, tout peut être oublié. On peut oublier absolument tout. Rappelez-vous aussi Clinton avec l'affaire de Monica Lewinsky, et on pourrait prendre des affaires beaucoup plus graves. Voilà, donc je pense que MBS est loin d'être éliminé du circuit parce que le fonctionnement de nos sociétés, c'est l'immédiat, ce sont des obsessions et on aura tellement d'autres obsessions. Le monde nous annonce beaucoup de problèmes. La dette de nombreux pays, la catastrophe climatique, les problèmes migratoires, le terrorisme islamique. Croyez-moi, MBS, ce n'est rien par rapport à tout ce qui peut arriver dans les prochains mois et années qui viennent. Et comme on combat le terrorisme islamique et que MBS veut le combattre, eh bien, comme Kadhafi, lorsqu'on avait réhabilité Kadhafi, rappelez-vous, Kadhafi a fait pire. Kadhafi a organisé des attentats contre des citoyens européens, français, écossais, Lockerbie, on se rappelle tous. Eh bien, quelques années plus tard, il était invité en France par Sarkozy. Alors Ramayad n'était pas contente, mais il était invité en France pendant 1 semaine. Il est venu avec ses tonnes de sable. On avait oublié qu'il était un criminel qui a fait tuer de nombreux Européens dans des attentats terroristes. Si on a pu pardonner à Kadhafi quelques années plus tard et l'inviter avec tous les honneurs à Paris, imaginez ce qu'on pourra faire avec MBS. Donc MBS est loin d'être cuit et à mon avis, s'il n'est pas tué par les radicaux entre-temps, eh bien, ou les jaloux, les 50 000 princes et figures de l'État saoudien qui lui en veulent, eh bien, il a de l'avenir devant lui.